Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle particulièrement brillante nous arrive du sud du Maroc. Ah oui? La découverte annoncée de gisements d'or significatifs à Guelmim. Une annonce qui suscite forcément beaucoup d'espoir. On imagine, oui. Alors ça fait toujours rêver. Exactement. Alors aujourd'hui, on explore ensemble cette découverte, potentiellement historique. Qu'est-ce que ça implique réellement pour la région et pour le Maroc? Pour ça, on s'appuie sur plusieurs reportages qui annoncent et détaillent un peu la nouvelle, mais aussi sur une analyse vidéo un peu plus large, D'accord. celle de Mohamed Reda Taoudjini. Et lui, il met cette découverte en perspective avec d'autres réalités locales et il soulève des questions importantes. D'accord, donc on a les faits et puis une analyse un peu plus critique ou contextuelle. C'est ça, notre mission, si on peut dire, décrypter les faits autour de cet or, comprendre son potentiel, mais aussi examiner les interrogations sur le développement local, la gouvernance, tout ce qui émerge des documents qu'on a consultés. Allez, on plonge dedans. Absolument. Et c'est une découverte majeure, il faut le dire. Ça s'inscrit dans un contexte global de recherche un peu effrénée de ressources minérales. Oui. La compétition pour avoir des concessions minières, elle s'intensifie partout. Ça, un des articles le souligne bien. Donc, toute la question, ça va être de voir comment cette opportunité va être saisie et gérée au Maroc. Alors, très concrètement, de quoi on parle? C'est la société minière marocaine Aulas Trading, elle est basée à Tantan, qui a fait cette annonce. Aulas Trading, d'accord. Voilà. La découverte d'un réseau de veines de quartz qui serait, tenez-vous bien, très riche en or. Et les détails techniques, rapportés par les différentes sources, ils sont assez frappants, j'ai vu ça. On parle de 34 veines distinctes. Et identifié pour l'instant. Précisément, 34 veines. Et la localisation, c'est pas anodin non plus, c'est dans la province de Guelmim, tout près de l'historique Oueddra. Ah oui, Oueddra. Une zone qui a une réputation ancienne, presque mythique pour contenir de l'or. Donc ça donne évidemment une résonance particulière à cette nouvelle. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça vient confirmer un potentiel géologique qu'on soupçonnait dans cette région. La proximité avec le Oueddra, et puis surtout les teneurs en or annoncées, ce sont des indicateurs extrêmement positifs. Oui, un des reportages d'ailleurs, il souligne que la zone semble remplir toutes les conditions pour un projet qui soit à la fois techniquement solide et stratégiquement important. Parlons-en de ces teneurs, c'est là que ça devient vraiment spectaculaire. Les analyses préliminaires, d'après les articles qu'on a vus, Oui. elles montrent des concentrations qui vont de 6 grammes par tonne, ce qui est déjà très bon, Oui, 6 grammes c'est déjà très bien. jusqu'à, attention, 300 grammes par tonne dans certains échantillons. 300 grammes, c'est une concentration absolument exceptionnelle. Pour donner un ordre de grandeur, comme le rappelle un article, je crois que c'est Express, beaucoup de mines d'or dans le monde sont considérées comme très rentables, avec des teneurs de 1 ou 2 grammes par tonne seulement. Ah oui, d'accord. Alors parler de 6, 30 ou même 300 grammes par tonne, si ça se confirme sur des volumes importants, là on est clairement dans la catégorie classe mondiale. Et les dimensions évoquées sont aussi considérables, n'est-ce pas? Ces veines, elles s'étendraient sur près de 4 km, 4 km, oui. avec une profondeur explorée qui dépasse déjà les 100 mètres. Quant à la largeur, elle varierait, selon les rapports, entre 40 cm et 1,5 m, voire potentiellement 5 mètres par endroit. C'est énorme. C'est vraiment un gisement qui semble avoir une taille significative. Tout à fait. Si ces chiffres sont confirmés par des études plus poussées et sur l'ensemble de la zone, ça pourrait effectivement positionner le Maroc de manière bien plus visible sur le marché mondial de l'or. C'est une perspective économique indéniablement très attractive. Oui, on imagine. L'un des articles mentionne les bénéfices potentiels pour l'État. Rentrée fiscale, renforcement des réserves d'or, impact positif sur la balance des paiements, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, on imagine qu'il y a des étapes avant de voir l'or sortir de terre, comme on dit. Il faut peut-être tempérer l'enthousiasme immédiat avec le calendrier habituel, non, Evelyne? C'est juste, c'est juste. Les sources rappellent les standards internationaux. Entre la découverte initiale et le début de la production effective, il faut généralement compter entre 5 et 10 ans. Ah oui, quand même. Oui, c'est un processus long, complexe. Ça demande des études de faisabilité, approfondies, des investissements conséquents, la mise en place de toutes les infrastructures, les permis environnementaux, enfin, c'est pas pour demain matin, quoi. D'accord. Donc, d'un côté, on a une promesse géologique de richesse quasi certaine, et de l'autre, comme on va le voir, une méfiance qui semble, elle, assez profonde.
Une méfiance nourrie par d'autres expériences quant à la capacité du système à transformer cet or en bien-être local. C'est vraiment là que réside le cœur du dilemme que nos sources mettent en lumière. C'est exactement ça. C'est le défi classique, mais toujours aussi crucial, de l'industrie extractive, partout dans le monde d'ailleurs. La question fondamentale, elle reste comment faire en sorte que la richesse extraite du sous-sol profite équitablement et durablement aux populations qui vivent sur ce territoire. Et c'est là qu'intervient l'analyse un peu plus critique, celle issue de la vidéo de Mohamed Reda Taoujeni. Oui. Elle rappelle une réalité difficile pour la région de Guelmim, qui, malgré des budgets qui lui auraient été alloués par le passé, souffre de problèmes importants. Pauvreté persistante, taux de chômage élevé. Le commentaire décrit une situation où beaucoup de jeunes, ils ne voient pas d'autre issue que de tenter de partir, parfois au péril de leur vie. L'auteur qualifie même la région de sinistrée, malgré les fonds censés y être investis. C'est une situation qui illustre malheureusement ce qu'on appelle parfois la malédiction des ressources. Ah oui. Oui, la simple présence de richesses naturelles ne garantit pas le développement. Au contraire. Sans une gouvernance solide, transparente et orientée vers l'intérêt général, ces richesses peuvent même exacerber les inégalités, créer des tensions et finalement ne pas améliorer les conditions de vie de la majorité. La question brûlante donc que pose cette analyse, c'est: est-ce que l'exploitation future de cette mine d'or va réellement changer la donne pour les habitants de Guelmim? Voilà. Est-ce qu'on verra enfin des infrastructures dignes de ce nom? Des emplois locaux, stables, bien rémunérés? Un article mentionne des opportunités, Forage, analyse, sécurité, transport. Oui, il y a toujours des emplois créés, c'est sûr. Et une réduction tangible de la pauvreté? Ou bien est-ce que la région restera en marge à regarder passer les camions chargés d'or? C'est un peu ça l'image. Le potentiel de retombées positives, il existe, c'est indéniable. Une mine, ça génère de l'activité, des emplois directs, indirects, des revenus fiscaux. Mais la transformation de ce potentiel en développement local concret et durable, ça dépend de manière critique de la façon dont le projet sera géré. C'est ça. Il faut des mécanismes clairs, transparents, pour la redistribution des revenus. Des engagements fermes, suivis, contrôlés, en matière d'emploi local, de formation, de sous-traitance locale. Et surtout, des investissements dans les infrastructures sociales, économiques, qui répondent aux besoins réels exprimés par la population. Et l'analyse vidéo, elle va plus loin. Elle exprime des doutes très nets sur la capacité, voire la volonté, des élus locaux de défendre efficacement les intérêts de leur région face à un projet d'une telle envergure. Oui. Oui, elle avance même des allégations selon lesquelles certains seraient plus préoccupés par des avantages personnels, l'exemple de voitures de luxe louées depuis Casablanca est cité, que par le développement local. Ça suggère une forme de silence ou de complaisance. Ce sont des allégations sérieuses là. Ça touche directement à la question de la gouvernance locale, de la redevabilité des élus. Bon, sans porter de jugement sur la véracité de ces affirmations spécifiques. Mais non, bien sûr. Elles mettent en lumière une préoccupation légitime et malheureusement fréquente dans ce type de contexte. Le risque que les bénéfices de l'exploitation soient captés par une petite élite au détriment de la collectivité. La transparence absolue et la capacité des citoyens à demander des comptes sont donc fondamentales. Et cette crainte que la richesse ne profite pas à la population locale, soulevée par cette analyse vidéo, elle ne sort pas de nulle part selon son auteur. Elle s'appuie sur un diagnostic plus large de la gestion publique dans d'autres domaines. Ah d'accord. C'est utilisé pour illustrer un manque de confiance en fait. D'accord, c'est intéressant ça. Comment ce lien est-il fait ? Sur quoi s'appuie cette critique plus générale pour justifier le scepticisme vis-à-vis de la gestion future de la mine d'or ? Alors, l'analyse pointe du doigt deux situations récentes perçues comme des échecs de gestion publique. D'abord, les suites du séisme de 2023. Oui, le séisme d'Alaouz. Voilà. À l'approche du 2e anniversaire, la critique porte sur la lenteur de la reconstruction. L'analyse affirme que les personnes vivraient toujours sous des tentes, des kiatènes. 2 ans après ? Oui. Et sur l'inadéquation supposée des logements proposés, parpaings, ciment en montagne, jugés peu adaptés au climat, aux modes de vie locaux. Un manque de transparence sur la gestion des fonds d'aide est aussi évoqué. La gestion post-catastrophe, c'est toujours un test majeur pour la confiance entre les citoyens et les autorités, c'est sûr. Les questions de rapidité, d'adéquation de l'aide, de transparence financière, c'est absolument central. Et puis ensuite, deuxième exemple, l'analyse évoque une crise grave à l'hôpital Hassan II d'Agadir, qualifié par l'auteur de « l'hôpital de la mort », suite à des décès jugés préoccupants. Des femmes en couche, une adolescente lors d'une opération de l'appendicite. Oh là là.
La critique ici porte sur l'absence perçue de réaction forte des autorités sanitaires. Pas de démission, pas d'enquête publique annoncée, pas de changement de direction visible. Il y est même suggéré que le secteur privé pourrait bénéficier de cette situation. D'accord. Ces situations, telles que présentées dans cette analyse, elles sont utilisées pour illustrer un point plus général sur l'importance cruciale d'un leadership perçu comme efficace, responsable, réactif dans la gestion des affaires publiques. C'est ça. L'argument sous-jacent, ça semble être si la gestion de crise comme celle-ci est ou est perçue comme défaillante, pourquoi la gestion des retombées de la mine d'or serait-elle exemplaire? C'est ça l'idée. C'est exactement le raisonnement avancé. L'analyse oppose ces situations à d'autres secteurs où la performance est jugée meilleure en utilisant l'idée de « la bonne personne au bon endroit ». D'accord? Elle cite l'efficacité perçue dans le domaine de la sécurité et dans l'institution militaire. Et y a-t-il un exemple concret pour étayer cette affirmation d'efficacité contrastée? Oui, l'analyse raconte une anecdote concernant l'hôpital militaire de la région d'Agadir, suite à une publication sur les réseaux sociaux qui signalait un médecin orientant systématiquement des patients civils vers une parapharmacie privée spécifique pour acheter du matériel. Un possible conflit d'intérêts, quoi. Voilà. Le général commandant l'hôpital serait intervenu très rapidement. Et quelle aurait été l'issue selon cette analyse? D'après ce récit, le général aurait réuni les responsables et décidé sur le champ que l'hôpital achèterait désormais lui-même le matériel en gros, à de meilleurs tarifs, pour le fournir directement aux patients, mettant fin à cette pratique jugée suspecte, cette chouba. D'accord. L'analyse présente ça comme un exemple de leadership décisif, efficace, réglant un problème en moins d'1 heure. Bon, que l'anecdote soit parfaitement exacte ou non dans tous ses détails, l'intention de l'analyse est claire. Montrer qu'une action rapide, tranchée, est possible lorsque le leadership est perçu comme étant aux commandes et intègre. Exactement. C'est présenté en contraste fort avec les lenteurs ou l'inaction perçues ailleurs. L'analyse oppose aussi ce type de leadership à un autre incident, rapporté lors d'une manifestation pacifique devant l'hôpital d'Agadir, justement. Oui. Elle décrit l'intervention d'un responsable administratif local, un pacha, c'est un haut fonctionnaire, représentant l'autorité territoriale, qui assurait l'intérim. Son intervention est décrite comme inappropriée, provocatrice. Des allégations basées sur des témoignages sont même faites sur son état au moment des faits. D'accord. Quel était le problème pointé du doigt dans son intervention, toujours selon cette source? Son approche. Elle aurait été jugée autoritaire, manquant de dialogue face à des citoyens qui exprimaient leur mécontentement, mais calmement. L'analyse critique cette méthode de gestion de l'ordre public et s'inquiète de l'image négative que ce genre d'incident pourrait véhiculer. Il faut bien préciser, encore une fois, que c'est la perspective et le récit de cette analyse spécifique. Oui, bien sûr. Mais ce récit soulève effectivement la question des méthodes de maintien de l'ordre et de l'importance du dialogue dans la gestion des manifestations citoyennes. Une approche perçue comme respectueuse est généralement plus à même de désamorcer les tensions, c'est certain. Exactement. Et pour revenir à notre point de départ, la mine d'or de Guelmim. Bah oui, le lien devient évident maintenant. Cette analyse critique utilise ces différents exemples, gestion du séisme, crise hospitalière, style de leadership contrasté, pour nourrir un scepticisme plus général. Un scepticisme quant à la capacité de certains échelons de l'administration à gérer les affaires publiques. C'est ça. Y compris une opportunité aussi majeure que cette mine d'or, de manière réellement efficace, transparente et au service de l'intérêt général. La question posée, au fond, c'est celle de la confiance. L'auteur de l'analyse va même jusqu'à suggérer, de façon assez directe, que face à ce qu'il perçoit comme une défaillance, des militaires pourraient être appelés à diriger temporairement certains ministères, comme la santé ou l'agriculture. Ah oui, carrément. C'est une proposition extrême, ça, qui témoigne sans doute d'un niveau élevé de frustration ou de défiance exprimé dans cette analyse vis-à-vis de la performance de certains services publics et de leurs responsables politiques ou administratifs. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, d'un côté, on a l'annonce, confirmée par plusieurs médias, d'une découverte d'or très prometteuse à Guelmim, potentiel économique considérable pour le Maroc. Oui, le potentiel est là. De l'autre, une analyse critique qui soulève des questions fondamentales sur les retombées réelles de cette richesse pour la population locale, qui vit déjà dans des conditions socio-économiques difficiles. Et ce scepticisme, il est alimenté par des critiques plus larges visant la gestion perçue comme défaillante d'autres dossiers importants, séisme, santé, mettant en évidence des contrastes frappants dans la perception de l'efficacité et de l'éthique au sein de l'administration.
Oui. Il faut noter pour être complet que cette même analyse salue aussi l'engagement de certains personnels de santé qui œuvrent dans des conditions difficiles, faut le dire aussi. Tout à fait, c'est important de le souligner. Et cette juxtaposition, elle soulève une interrogation essentielle pour l'avenir, je trouve. Comment le Maroc peut-il concilier l'opportunité extraordinaire que représente cette potentielle manne aurifère avec les préoccupations citoyennes bien réelles concernant la qualité des services publics de base, la redevabilité des gestionnaires et l'efficacité globale de la gouvernance? C'est la grande question. Responsabilité. C'est une réflexion qui va bien au-delà de la simple géologie ou de l'économie minière, finalement. Ça touche au cœur du contrat social, non ?